Alors bonjour tout le monde. Allô, allô? Donc ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas eu de nouvelles, mais c'est normal parce qu'on était encore parti en voyage. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de l'extrême sud-est du Québec, c'est-à-dire les îles de la Madeleine. Et on s'est rendu à l'extrême nord-ouest du Québec, c'est-à-dire Longue Pointe. Longue Pointe, la baie James, Radisson. Donc c'est un périple de... je me souviens pas du nombre de kilomètres, je vais vous montrer l'itinéraire de toute façon avec le nombre de kilomètres, là. Mais 17 heures de route, mais juste de la route, ça veut dire que ça compte pas les arrêts, puis ça compte pas les restos, là. Donc 17 heures de route de moment. OK, aucun retard dû à la circulation parce que là-bas, faut dire que l'endroit est intime, les routes est intimes, on était seul au monde. Seul au monde et dans la nature. Alors, on a fait un peu comme aux îles de la Madeleine, un top 10, donc nos 10 coups de cœur. Puis, on a aussi, vous a préparé également quelques petites surprises qu'on a eues par rapport à la baie James. Juste une petite rétrospective, OK? Suite à notre passage aux îles de la Madeleine, je remercie tous ceux-là qui ont écouté notre vidéo. J'invite les autres à l'écouter également. Et on a fait aussi une autre vidéo avec l'ensemble de nos photos et on s'attend de faire la même chose ici. Ouais. Pour remettre les gens dans le contexte, moi c'est Marie-Claude. Moi c'est Dany. Alors Dany a bénéficié grâce à son employeur Mallette de 3 mois de congé pour réaliser un rêve. Et notre rêve initial a été chamboulé de nombreuses fois. Mais cette fois-ci, on peut vous dire que le Québec, c'est grand. Et c'est beau aller visiter des pays en Europe. Mais le Québec contient plusieurs pays européens. Et à date, on aurait visité 2 pays. Soit les îles de la Madeleine et la baie James. Puis moi, si on y va en termes de superficie, pour moi, on a visité 4-5 pays d'Europe. Écoute, on a fait quand même beaucoup de kilométrage. Le but qu'on s'est donné, moi puis Dany, dans notre périple de 3 mois, c'est de vous faire découvrir des endroits extrêmes du Québec. Des endroits où toutes les gens n'ont pas l'opportunité d'y aller, ou les moyens, ou l'aspect aventurier que moi puis Dany, nous avons. Alors, on commence notre périple avec notre top 10. C'est en premier lieu. Alors, le numéro 10, la pêche. Donc, là, tu peux rire, oui, effectivement. Ben, écoutez, c'est les plus beaux endroits de pêche du Québec. C'est les endroits où, justement, il y a peu de pêcheurs, donc il y a du poisson en abondance. Malheureusement, on n'en a pas pris. Okay. On avait oublié d'acheter des verres et là-bas, ils me disaient, oui, il y a une épicerie, on peut aller en acheter, mais il n'y en avait pas. Donc, en termes de... J'avais que des leurres et puis, bon, le poisson n'a pas mordu. On avait acheté aussi du blé d'Inde, puis le poisson n'a pas mordu non plus. Mais n'empêche que c'était quand même des expériences très agréables. Si on se compare aux autres pêcheurs qui étaient là, parce que même si c'est des aventuriers puis qui ne communiquent pas beaucoup, en tout cas, c'est chacun son affaire. Là-bas, c'est très clair. Ceux qu'on a croisés n'avaient malheureusement pas réussi à attraper de poisson non plus. Et moi, j'ai trouvé les lacs extrêmement chauds. Oui. Sauf la dernière journée que nous avons quittée. Là, il faisait 4 le matin, donc le lac était plus froid. Donc, ils disent que plus le lac est chaud, plus les poissons se tiennent dans le fond. Alors, moi, il faut croire que ma ligne ne voulait pas de ça. Numéro 9, faune du 51e parallèle. Quelle faune! Il faut dire que les bêtes, comme les habitants là-bas, sont des aventuriers. La végétation n'offre pas beaucoup de ressources. Alors, nous avons croisé un loup extrêmement maigre ou une maman qui venait d'accoucher, l'un des deux. On l'a vu de l'autobus lorsqu'on a visité un endroit particulier. On a vu également des perdrix grosses comme des poules, assis sur le bord du chemin qui attendaient qu'on passe. Ensuite, on a vu un renard. On était dans le petit restaurant de Radisson et on a vu le renard passer. En fait, moi, j'en ai vu 4. Donc, j'avais fait un petit sentier que je vais vous parler tout à l'heure. J'ai vu un renard là. Et c'est pas dangereux, un renard pour l'homme. Là, c'est vraiment... Il paraît qu'il vole les souliers ou les chaussures. Et c'est la même chose, dans le fond. Et qu'il mange vos sandwichs. Donc, Ensuite, on a vu une marmotte. C'est lorsqu'on était en train de faire une visite, là aussi, la marmotte s'est approchée de nous. Là, elle a vu, il y avait trop de monde, elle a reviré de bord, puis elle est repartie. Mais bref, on a vu une marmotte, il y avait plein d'oiseaux, on a vu des écureuils. Okay. Dany a un contact particulier avec les écureuils. Les écureuils lui parlent. Elles lui expriment beaucoup de choses. En somme, t'es dans notre territoire et donne-nous à manger. C'est à peu près ça que ça veut dire.
Donc, beaucoup d'écureuils. Je vais vous mettre un petit film d'ailleurs à ce niveau-là. Après ça, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Oh, c'est pas mal tout. C'est pas mal tout. Il paraît qu'il y a quand même pas mal d'ours là-bas. Heureusement, j'en ai pas vu. En numéro 8, le sentier de Radisson. Pendant que Marie-Claude se reposait, moi, j'ai décidé de faire un sentier pédestre qui est à Radisson. Et ça nous permet de voir la grande rivière qui alimente la centrale hydroélectrique. Donc, je me suis promené dans les petits sentiers. J'avais avec moi tout ce qu'il fallait au cas où je rencontrais, parce qu'il y avait le sentier aux loups. Fait que je me dis, il y a peut-être des loups là-dedans. Sentier aux ours, ben, je me suis dit, il y a peut-être des ours. Fait que j'ai pas pris de chance, j'ai amené tout mon kit. C'est là que j'ai vu justement un renard. Donc, rien de dangereux. Ce qui m'a surtout surpris, c'est un chien qui est arrivé comme ça quand je suis arrivé vis-à-vis une des rues de Radisson. Il n'était pas attaché à rien, mais pas méchant. Donc, il n'y avait pas eu d'enjeu, mais c'est beau, beau paysage. C'était vraiment plaisant. C'est ça. En numéro 7, lac et rivière. C'est d'une splendeur. Alors ici, on a découvert de nombreux lacs, des super rivières. Comment je pourrais dire ça? On peut les comparer un peu, si tu veux, aux lacs qu'on a vus dans les Rocheuses. Oui, effectivement. C'est des pépites dans ce genre-là. L'eau est transparente. On retrouve aussi du petit sable fin, là, du petit sable du Mexique ou de la grève un peu partout. Papa appelait ça du sable à siffleux. Alors, il y en a partout. C'est très intime. Oui, ce qui est impressionnant, justement, c'est que sur ces lacs-là, il n'y a pas de bateau à moteur, il n'y a pas de chalet autour, c'est totalement vierge. Donc, on est sur le lac en kayak et c'est le calme plat, c'est vraiment magnifique. Si nous avions connu aux îles de la Madeleine les grands vents et de la pluie, dans la baie James, on a connu des temps chauds et pas venteux. Donc, le kayak était vraiment, vraiment intéressant à faire ici. Donc, en fait, il y a beaucoup de lacs, beaucoup de rivières. Ceux qu'on a visités, c'est le lac Ouescapis. On a visité le lac Duncan, le lac Mirabelli. On a vu la rivière Broadback et la rivière Rupert. Évidemment, la grande rivière qui est à côté de Radisson. Donc, mais il y en a beaucoup plus que ça, là. Je vous ai mentionné ceux qu'on a vus, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de lacs. En numéro 6, justement, kayak. On a fait beaucoup de kayak quand même. Donc là, on en parlait, ce qui était magique au niveau du kayak, c'était le fait d'être dans un endroit pur silence, des décors enchanteurs et un lac, évidemment, assez calme aussi. C'était très, très bien. Puis, il y a toujours des descentes pour les bateaux à chacun des arrêts où nous étions. Donc, la mise à l'eau du kayak était facile. On pouvait descendre la voiture jusqu'au bord du lac, puis débarquer notre kayak si on voulait. Et puis, il y a des stationnements aussi pour mettre la voiture si vous avez un bateau à moteur, etc. C'est très, 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 très bien fait. Il n'y a pas de stress. Il y a de l'espace. On a du temps. On perd la notion du temps. C'est ça. Puis comme je vous disais, faire du kayak quand l'eau est calme, ben c'est plus relaxant. Très agréable. Numéro 5, la route Billy Diamond. Donc, la route Billy Diamond, c'est la route qui relie Matagami, qui est la dernière ville avant d'atteindre la baie James, jusqu'à Radisson, ce qui représente à peu près 617 km de route. Et là, on pense que, étant donné qu'on est à la baie James, que c'est des routes qui sont sur le gravier, etc. Mais non, c'est une route asphaltée. C'est de l'asphalte neuve. On en a vécu, hein, l'asphalte neuve, parce qu'il y a de la réparation partout. Donc, même réparation avec escorte. Il fallait attendre 4 minutes. 4 minutes pour avoir notre lumière verte, ou même ça a été plus que 5 minutes pour avoir l'escorte à un moment donné. J'ai été obligé d'arrêter le moteur. Donc, mais bref, une très, très belle route. C'est les routes transversales qui, elles, peuvent être en gravier, donc un peu moins, plus difficilement d'accès. Mais très belle route. Et sur tout le long de la route, c'est là qu'on voit les différents lacs et rivières. On voit la végétation qui change au fur et à mesure qu'on avance au niveau des kilomètres. Donc, super belle route. Et le nom, Billy Diamond, ça vient de où, ça? Lorsque Robert Bourassa s'est lancé en politique, il était le premier ministre le plus jeune qu'on a connu, dans la trentaine, et il a annoncé qu'il créerait 100 000 emplois.
Il a gagné ses élections, il restait bien qu'à remplir sa promesse électorale. Il a entendu parler d'un projet hydroélectrique et il hésitait entre deux. Parce que là, le gouvernement avait commencé à privatiser les petites centrales hydroélectriques. Ceux qui se souviennent, il y en avait une à Rimouski. Il y en a une à Desjely, il y en à Mont-Patelin. Desjely, puis il y en a une ici à Montmagny, puis il y en avait beaucoup dans la Mauricie. Alors, là, il cherchait un projet, il a entendu vent de ça. Alors, il s'est dit une centrale hydroélectrique, ce serait parfait. Et ils se sont installés, ils se sont lancés dans le projet et ils ont commencé, puis ils ont choisi la baie James parce que le socle, le bouclier canadien est beaucoup plus solide pour créer une infrastructure. Et là, les cris se sont dit, ils ont entendu à la radio, oh, on crée 100 000 emplois ici dans la baie James, mais c'est notre territoire à nous. Alors, ça a pris un négociateur et c'est Billy Diamond qui a été le négociateur de la part des cris pour installer justement le tracé et s'occuper dans le fond des négociations, des tractations. Exact. Donc, il y a eu des ententes qui ont été signées. Ententes qui protégeaient certains territoires pour les cris, territoires de chasse et de pêche. Ensuite de ça, il y a eu des ententes aussi au niveau de l'employabilité. Donc, Hydro-Québec emploie beaucoup de cris aussi. Ils ont protégé certains villages, ils les ont aidés dans leurs infrastructures. Donc, finalement, une entente qui convenait quand même bien aux deux parties. Et c'est lui, Bill Diamond, qui a été le père de cette structure-là. Tantôt, Danny parlait des chemins. Lorsque vous passez par la route de la baie James, c'est une route qui est en ligne droite et vous ne croisez aucun village amérindien. Chaque village amérindien est sur le bord de l'eau de la baie James et vous allez devoir prendre un embranchement qui est d'une moyenne de 100 km. Alors 100 km pour se retrouver là-bas. Et parfois la route est en terre, parfois la route est asphaltée. C'est ça. Donc, autre chose à dire aussi au niveau de la route Billy Diamond, attention à la gestion de l'essence. Parce qu'il y a au kilomètre, c'est 234 si ma mémoire me... 387. Okay. Au kilomètre 387, il y a une halte et c'est là qu'on peut aller mettre de l'essence. Mais entre Matagami et le relais et Radisson, il n'y a pas de poste essence. Donc, il faut faire attention. Il faut avoir une autonomie d'au moins 300 km. Parce que sinon, vous risquez d'être en panne d'essence assez facilement. Ça va aller bien. Le prix de l'essence aussi, au relais, est beaucoup plus élevé. 1,65 si je ne me trompe pas. Ouais. Et plus élevé. Puis le relais, il nous avait annoncé que c'était la place pour tout à boire. Là. Mais dans un contexte où tout coûte cher, où il n'y a à peu près rien, ben dites-vous que c'est l'essentiel. OK? Donc, des morceaux d'ananas, 5 $. On a mangé un très bon repas, par exemple. Un roast beef, ça coûtait 25 $ par personne. C'était excellent. Il y a du café, il y a des choses comme ça. Mais en termes d'épicerie, il n'y a rien. Il n'y a rien, comptez pas là-dessus. Il y a des petites places pour se coucher, il y a une place pour se doucher. C'est très rudimentaire. Au numéro 4, Longue Pointe. Donc, à Longue Pointe, qu'est-ce qu'on voit? On voit la baie James. On voit la baie James. On s'était dit, dans le fond, avoir fait autant de kilomètres, puis pas aller voir la baie James, ça n'avait comme pas de sens. Donc, on a fait un 110 km, si je ne me trompe pas, pour aller voir, vraiment aller à la pointe, là, pour aller voir la baie James. Je vais vous montrer ça sur la carte, de toute façon. Et le paysage est magnifique. On voit des formations géologiques aussi du bouclier canadien qu'on n'a pas vu avant. Alors, pour ceux qui s'intéressent beaucoup à la géologie, à la foresterie et à l'ingénierie, pour les jeunes aussi qui sont en choix de carrière puis qui veulent savoir c'est quoi être un ingénieur électrique, géologique, etc., c'est une visite incontournable. C'est là que vous allez savoir si vous aimez ce genre d'emploi-là et la réalisation de grandes choses qu'on peut faire aussi. C'est vraiment bien fait. Donc, à Longue Pointe, ben, c'est le summum. Là, tu es arrivé au pied de la baie James. C'est là que tu fais ton retour en arrière. Tu te dis, yes, je suis arrivé au bout. Mon numéro 3, camping et belvédère. Ici, c'est pas compliqué. Hein? Vous avez une tente, vous avez une petite roulotte, vous vous reculez, vous vous installez, puis vous passez la nuit.
Si vous voulez être collé, comme Danny dit, vous souffrez d'insécurité, vous pouvez vous coller sur les autres. Si vous voulez être tout seul, ben vous avez des endroits aussi. Pour ceux qui travaillent avec des longues roulottes ou des longs Winnebago, des longs VR, les accès sont un peu plus difficiles. Beaucoup plus limités. Oui, OK. Mais on voit ici que les petits véhicules te permettent d'aller plus loin puis d'être plus intime. En fait, pour vous expliquer, c'est que le gouvernement du Québec, avec les ententes, encore une fois, avec les CRI, il avait prévu de mettre en place sur différents kilomètres sur la route Billy Diamond des endroits spécifiques pour mettre des belvédères, pour avoir des sites d'observation et également des campings, mais souvent c'est des campings, comme Marie-Claude le dit, plus rustiques. Des petites roulottes ou des tentes à terre. Et puis, c'est hyper bien aménagé, on a beaucoup d'espace, on peut se trouver un spot où on est totalement seul. Justement, quand on est allé au lac Mirabelli, entre autres, on était tout seul. Donc, toute la journée, on a couché là 2 nuits. Donc, la première journée, complètement seul. Il y a quelqu'un qui est venu en soirée, il est reparti le lendemain matin. La journée complète, on était encore une fois seul. On a pu profiter du lac, on a pu marcher un peu. Donc, un site extraordinaire. Et c'est plaisant, c'est facile d'accès, c'est bien indiqué. Donc, quand on a la carte, là, ça nous indique à toutes les places qu'on peut faire du camping rustique comme ça. Super le fun. Il y a un pot à feu, une table à pique-nique, une toilette sèche. C'est ce que vous allez retrouver. Les espaces sont clairement définis. Aucune électricité. Pas d'eau non plus. Pas d'eau potable. Vous avez le lac, l'accès au lac automatiquement. Les gens sont assez courtois, ils ne bloquent pas l'accès au lac. On n'a pas le droit d'aller camper sur le bord du lac pour bloquer l'accès aux pêcheurs. À 9h30, lorsqu'on a côtoyé les autres, tout le monde dort. À 4h, les gens se lèvent pour aller pêcher. On les entend pas. C'est très, 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 très discret, les gens qui sont là. La gestion de déchets se fait passablement bien. OK. Mon numéro 2 maintenant. LG1, la grande 1, donc centrale hydroélectrique. La grande signifie le nom de la rivière, pour ceux qui ne savaient pas. Et 1 pour dire que c'est la première centrale sur ce cours d'eau-là. Donc, on commence à 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc, LG1. LG1, qui est un barrage au fil de l'eau, a été construit en 1978, mais mis en service seulement en 1994 parce qu'il venait aider LG2, donc dans la façon de cheminer de l'hydroélectricité. Ensuite de ça, ce qu'on passe, c'est 640 000 mètres cubes de béton, donc qui peut relier. En termes d'équivalence, là, c'est qu'on pourrait partir de Montréal jusqu'à Miami, on pourrait se faire un trottoir avec ça. Donc, c'est ce que ça représente en termes de béton. On parle qu'à l'époque, il y avait 2700 travailleurs qui ont travaillé sur LG2. Sa particularité, quand on dit au fil de l'eau, c'est que la rivière passe à travers le barrage. Exact. Il n'y a pas de réservoir de rétention d'eau. Les réservoirs de rétention d'eau servent à moduler la quantité d'électricité qu'on a besoin. Tandis qu'ici, c'est un débit qui est toujours, constant. La seule chose qui est la différence, c'est le nombre de turbines qu'ils vont utiliser. Exact. Et pour aller à Longue Pointe, on passe sur le barrage. Donc, c'est vraiment beau. Parce que c'est ce barrage-là qui a permis d'avoir accès à Longue Pointe. Longue Pointe, c'est pas un village, là. Hein? C'est un point. C'est un point, tout simplement. C'est un point. Alors, c'est ça. Puis là, vous voyez tout l'ensemble du barrage. C'est très, 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 très beau. C'est grandiose. À l'époque, c'était un défi quand même de taille de construire des barrages comme ça. Le premier défi, c'était la construction du barrage et de produire l'électricité. Et le deuxième défi, c'était le transport de l'électricité. Parce qu'à ce moment-là, la seule chose qu'ils connaissaient, c'était du 400 kV en termes de transport énergétique. Et puis là, ils se demandaient mais comment on va faire. Il y avait plusieurs spécialistes qui disaient on va y aller avec du 500 kV, mais ils ne l'avaient pas testé. Et puis un ingénieur d'Hydro-Québec, un monsieur Archambault, qui lui dit OK, non, on va y aller avec du 720 kV. Et puis là, c'était un défi parce que justement, les Américains et les Européens n'avaient jamais travaillé avec autant de voltage. Ils ne voulaient pas produire uniquement pour Hydro-Québec. Mais à force de persuasion, ils ont fini par y arriver. Et c'est devenu une norme mondiale.
Donc, c'est extraordinaire ce qu'ils ont pu réussir à faire. Donc, ça, c'est LG1. Évidemment, dans notre top 1, LG2. LG2, c'est une centrale qui est sous terre. Donc, c'est des visites que vous devez réserver. D'accord? C'est une journée un, l'autre journée l'autre. Donc, on a réservé. On a pris l'autobus, OK, à Radisson. Et ils se sont occupés de nous. Un bel accueil, une petite exposition, un peu d'historique qui nous prépare. Ensuite, on rentre dans l'autobus. Ils nous emmènent voir des bassins de rétention. Et ils nous emmènent voir des voies de contournement qu'ils ont été obligés de faire pour mettre que le cours d'eau de la rivière soit contourné pour pouvoir créer la centrale. Et c'est à ce moment-là que la porte rouge s'ouvre et nous nous retrouvons sous terre. Et évidemment, ben, vous ne pourrez pas voir ce que l'ampleur des travaux et tout ça parce que c'est interdit de prendre des photos. Avec raison, parce que en termes de technologie, en termes de connaissances, c'est quand même très innovateur. On ne voudrait pas qu'il y ait de l'espionnage ou peu importe. Donc, aucune photo. Fait qu'on a quand même pu prendre quelques photos de la centrale hydroélectrique de l'extérieur. On a pu prendre aussi l'évacuation des eaux, donc ce qu'on appelle la grande escalier. Vous allez voir quelques images de ça. On l'a vu de haut et on l'a vu par en dessous aussi. Donc, on l'a vu des deux façons. Alors, on va vous parler de ce que vous n'avez pas vu, OK? De ce que vous ne verrez pas. Alors, on rentre dans une grande galerie souterraine. L'inclinaison au départ de la route a été faite pour un poids lourd, pour sa hauteur maximale qu'on puisse descendre. Et on descend sur une grande surface. La partie sous la terre, c'est très, très grand. Très impressionnant. J'avais l'impression de m'en aller dans la Batcave de Batman. Il y a 14 turbines à l'intérieur. Et chaque turbine a une durée de vie de 37 ans point quelques. Et on est en train, présentement, de toutes les changer, les rénover, les restaurer. On a changé au complet une des premières et ensuite on utilise certaines pièces pour restaurer les deuxièmes. On a eu la chance, moi puis Danny, d'assister à une restauration. Alors, ils ont sorti le rotor et le rotor. Le rotor et le strator. Alors, ce sont deux pièces. Vous allez voir dans les explications. Ce sont les deux pièces maîtresses de la turbine. La turbine fait comme ça. Ben, en fait, je vais faire une pause à notre vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'électricité, puis on revient dans quelques secondes. J'ai commencé par le réservoir ici. Là, c'est le réservoir. La conduite forcée, c'est que ça amène l'eau ici. Ensuite, on a la bâche spirale qui amène l'eau comme ça. L'aspirateur qui amène l'eau par en dessous. Puis ensuite, on a le canal de fuite qui permet d'évacuer l'eau. Après ça, dans le fonctionnement de la turbine, on l'explique ici. Donc on voit que c'est ce qui fait tourner la turbine. Ensuite, qui relie un alternateur. On a des barres blindées qui sont là, qui amènent le courant au transformateur et qui s'en va sur les lignes électriques. À l'intérieur, ce que vous allez voir, ce que vous ne verrez pas, mais ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu, c'est une grande chambre qui est très, très, très longue, avec une surface de plancher immaculée. Tout est en béton. Le béton des deux côtés est pareil. Il y a d'un côté qui avait besoin des espèces de portes pour d'alcôve. Et ils ont été obligés de reproduire de l'autre côté les mêmes pour que les gens à l'intérieur ne se sentent pas toujours en déséquilibre. Donc, il fallait penser déjà que la personne qui allait se promener sous terre devait avoir les mêmes repères à gauche qu'à droite, sinon il n'aurait pas été capable de travailler. L'air à l'intérieur est excellent. Le degré d'humidité est constant. L'éclairage est un éclairage artificiel, mais c'est pas assommant. C'est très, très haut. C'est très, très haut. Il y a des ponts roulants. Mais c'est d'une simplicité. On voit là des blocs, des appareils en verre, la couleur des années 70. Et quand le voyant est rouge, ça veut dire que tu y vas pas, tu touches pas. Mais quand le voyant est vert, tu peux y aller. Donc, quand c'est rouge, c'est que la turbine fonctionne. Et quand c'est vert, c'est que la turbine est arrêtée. On a vu aussi, ce qui est cocasse, un coffre avec plein de cadenas autour.
À quoi ça sert, Danny? En fait, c'est ce qu'on appelle des méthodes de cadenassage qui permet de rendre le travail sécuritaire. C'est que si, mettons, on est 5 travailleurs à aller travailler sur la turbine, ben, chacun des travailleurs va mettre son cadenas sur le coffre pour aller travailler. Et tant que les 5 cadenas ne sont pas sortis du coffre, ne sont pas enlevés du coffre, ça veut dire qu'il reste encore des travailleurs. Ça permet à ce moment-là d'être très sécuritaire, de ne pas partir de la turbine pendant que quelqu'un est en train de travailler. On est allé proche d'une turbine. Alors, ce que vous voyez, c'est un élément tourné à une vitesse formidable et que l'électricité est produite de cette manière-là. On n'est pas capable de vous décrire exactement le sentiment de grandeur que ça fait d'être dans cet endroit-là. Ça équivaut à je ne sais plus combien de terrains de football. Je pourrais vous dire que l'autobus voyageur qu'on avait là, avait la grosseur à peu près d'une bicyclette. OK, qui s'est reculé, s'est stationné, on a embarqué. C'est toutes des parois rocheuses. Le pont roulant est installé sur un support en parois rocheuses. L'ingénieur a dit, pourquoi ne pas le faire à partir de la paroi? Ça va être ce qu'il y a de plus solide. Ben, beaucoup d'années plus tard, ben, c'est encore le même support. Le pont roulant est dessus. On a besoin du pont roulant, de 2 ponts roulants pour sortir une des pièces de la turbine. Plus un palan pour être capable d'aller chercher, parce que c'est hyper pesant. Là, je ne me souviens pas en termes de tonnes, mais c'est très, très pesant. Donc, ils ont même un palan pour être capable d'augmenter la capacité de transport. C'est une très belle visite. OK, c'est une très belle visite qui va plaire autant aux femmes qu'aux hommes, qu'aux enfants. Après ça, tu ressors, tu regardes la ligne de Radisson, puis tu dis, mon Dieu, maintenant, on a tous ces pylônes-là qui nous emmènent l'électricité. Mais dans les années 70, ils n'étaient pas là, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. OK, il a fallu construire une route. On a travaillé sur des routes glacées pour monter le stock. Il y a des camions qui ont pris le fossé. On a laissé le stock là. Il n'y a pas arrivé. On a travaillé avec des choses qui étaient éloignées. Il fallait faire des commandes. Il n'y avait pas de cellulaire. Il n'y avait pas de courriel. Il n'y avait rien. C'est grandiose. Ah, c'est très impressionnant. Donc, la centrale LG2, c'est la centrale la plus puissante d'Hydro-Québec. Et avec l'ensemble des centrales hydroélectriques de la baie James, ça permet d'alimenter 50% de l'électricité de la province. L'autre 50% vient les autres centrales hydroélectriques, notamment au niveau de la Manicouagan. Donc, il y en a une partie qui est faite là, puis il y en a d'autres parties qui sont faites localement également. Et Danny, as-tu aimé ton passage dans la baie James? J'ai adoré ça. J'ai adoré ça pour le calme, le fait qu'on soit dans une région très isolée. Donc, on s'est promené sur les lacs. Les centrales hydroélectriques, c'était vraiment impressionnant. Beaucoup de kilométrage. Écoute, on monte haut, là. Vous allez le voir là, sur la carte. C'est quand même impressionnant le trajet qu'on a fait pour s'y rendre, mais ça vaut vraiment le détour. Toi, Marie-Claude, est-ce que tu vas y retourner? J'aimerais y retourner parce que malheureusement, on n'a pas pu visiter les petits villages amérindiens parce que le COVID ne le permettait pas. On a visité beaucoup de choses. J'ai visité beaucoup d'endroits et c'est une sorte de végétation que je n'avais pas vue encore. D'ailleurs, c'est ça, ça nous amène à parler de nos surprises. Ah ben oui! Parce qu'on a quand même eu quelques surprises. Je dirais pas c'est des... Non, on va dire surprises. Donc, une première surprise, c'est justement la gestion de l'essence. J'en parlais tout à l'heure. Il faut vraiment bien gérer notre essence parce que pour les chemins transversales de la route Billy Diamond, c'est à peu près toujours 110 km. Donc, il faut prévoir que si vous allez dans les réserves indiennes, il faut prévoir le kilométrage, être capable de faire l'aller-retour, de vous rendre à Radisson ou Matagami ou le relais entre les deux. Donc, il y a une gestion d'essence à faire. Ça. Puis, l'autre affaire, c'est que quand on était à Radisson, il y a 2 postes d'essence. Fait que là, on s'est dit, il n'y a pas de problème, on va être correct. Ils ne sont pas ouvertes le lundi. Et puis le mardi, ben ça rouvre à partir de 10h une, puis l'autre à partir de 11h. Donc, si on a prévu partir mardi matin à 6h le matin, ben là, il faut que vous ayez fait votre plein d'essence le dimanche soir, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une gestion d'essence à faire à ce niveau-là. L'autre chose, l'autre surprise, l'épicerie, Mimi. Oh, l'épicerie. Écoutez... On regarde les films des autres pays, puis on dit « pauvres autres, ils n'ont rien ». Ben, en tout cas, félicitations à ceux qui restent à Radisson, ils sont habitués de ne pas avoir grand-chose. Alors, nous autres, on est allés le lundi, le mardi, c'est-à-dire que l'épicerie ouvrait.
Alors, tu pouvais retrouver quelques salades. J'ai pas vu de tomates. J'ai vu quelques bananes, un peu de viande. Et les prix, ben, c'est concurrentiel, hein? Alors, du bacon à 13 $, des œufs à 12 $. Alors, c'est une épicerie que c'est pas le goût, c'est pas ce que tu as envie de manger, tu achètes ce qu'il y a. Tu prends ce qu'il y a. OK? Alors, vous allez retrouver une télévision à vendre. En tout cas, c'est les premiers, comment je peux dire ça, une épicerie de secours. Au niveau de la restauration maintenant. Alors, il y a un restaurant qui s'appelle Chimica. Alors, puis il y a un restaurant dans notre hôtel. Alors, notre hôtel, partout où on a voyagé, on s'est aperçu que le lundi et le mardi, c'est difficile d'avoir des restaurants ouverts. Alors là, on a eu Mika, c'était correct. Les prix étaient corrects. Bon, puis c'était Oui, bon. La qualité de la nourriture était là. C'était quand même... Ça, c'est une belle surprise. Ouais, dans notre hôtel... c'est de la cuisine familiale, disons ça comme ça. Dans notre hôtel, ben, le lundi, il n'y avait pas de repas. On était supposé d'avoir un souper le mardi, mais le cook n'était pas disponible, donc ça allait au mercredi. Il offrait les déjeuners. Ça, c'est un plus, parce que déjà là, avoir des pommes, c'est un cadeau du ciel. Alors, c'est ça. Nous autres, on était partis avec une autonomie alimentaire, mettons, agréable de 6 jours. Et 4 jours de moins agréable, ben, c'est ça qu'on a vécu. C'est correct. Heureusement qu'on était prévoyant. Notre autre surprise, c'est la route entre Lebel-sur-Quévillon et Matagami. Tantôt, on vous a parlé de la route Billy Diamond, qui est la route de la baie James. Mais pour se rendre à la baie James, c'est sûr que de Lebel-sur-Quévillon à Matagami, on peut faire un détour, mais il y a un petit raccourci. Fait que c'est ce qu'ils nous ont recommandé de prendre. Mais attention au raccourci, c'est un chemin de gravel. De glaise. De glaise. Ben là, il mouillait quand on y était, fait que c'était de la glaise. Et j'étais content d'avoir un 4x4, parce qu'avoir un véhicule standard, là, j'aurais trouvé ça un peu moins intéressant. Et on a peinturé notre auto. Ah, il était complètement beurré de boîte. Un masque contre la boue. Puis là, il n'y a pas de lave-auto là-bas, donc inquiétez-vous pas, elle est restée sale. Elle est restée sale. La dernière surprise, c'est la végétation. Écoute, on part d'une végétation ici qui est beaucoup de conifères, mais aussi beaucoup de feuillus. Et plus on monte, moins il y a de feuillus. Et on y appelle ça une végétation mono-espèce, parce qu'il y a une espèce qui est très prédominante, qui est l'épinotoire. Il y a aussi le pin, le pin argenté. Et ce pin-là, pour qu'il croisse, il faut qu'il y ait une cire sur la cocotte. Et il faut que la cocotte, la cire soit fondue à 100 degrés Fahrenheit, mettons. Alors, quand il y a des feux de forêt, ben ça permet justement à cette cire-là de fondre et de régénérer ce type de pain-là. Il y a une autre chose importante, c'est que Hydro-Québec a dû remettre toute la végétation en place lorsque les barrages ont été finis. Et 50 ans plus tard, on voit les résultats. Alors, c'est quand même correct. Ils ont mis en place une espèce d'aune, un arbuste, qui devait protéger la croissance des conifères. Donc, c'est correct. Le réchauffement de la planète, on l'a vu là-bas aussi. On a eu des températures extrêmes, 30, 35. Absolument. Les lacs à 18 degrés. C'est ça. Alors, puis là, ce qu'on a vu aussi, il y a beaucoup de places qu'on voit que c'était brûlé par des feux de forêt. Il faut comprendre que là-bas, 80% des feux de forêt sont totalement naturels. C'est par la foudre. Il y a du lichen et c'est très inflammable, donc ça peut brûler assez rapidement. Et eux, étant donné que la forêt n'a aucune valeur commerciale, ils la laissent brûler, à moins que ça vienne... qu'il peut avoir du danger pour les installations hydroélectriques ou du danger pour les différents villages. Là, à ce moment-là, ils vont faire ce qu'il faut pour empêcher la propagation du feu. Il y en a à peu près une trentaine par année, entre 30 et 40. Mais les dernières années, il y en a beaucoup plus. Il y a une année qui avait eu jusqu'à 90 feux. Mais on les voit quand on monte sur la route Billy Diamond, on voit les vestiges justement des feux de forêt. Alors sur ce, prochaine destination, à une extrémité encore une fois. Là-dessus, on vous laisse. Bonne journée. Bonne semaine. Il va falloir couper, là, on a 30 quelques minutes.